Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargnétude qui vous en donne plus. Les vacances. Ce moment tant attendu. Parfois, dans les semaines qui les précèdent, on travaille en se disant « Oh, bientôt les vacances, un dernier petit coup de cœur ». Ce moment de pause en famille où on peut se déposer, avoir du plaisir, avoir du temps. Mais les vacances estivales, ça rime également avec la chaleur. On joue dehors, on veut faire des pique-niques. Qu'est-ce que l'on prépare? Est-ce qu'on peut avoir des trucs, des conseils? On doit parfois aussi se déplacer pour se rendre vers le lieu de nos vacances. Nos enfants, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils mangent dans la voiture? Parfois, c'est inévitable. Vacances, ça rime aussi avec congé de préparation des repas. Restaurant, on doit y aller une fois, deux fois, quelques fois. Est-ce qu'on laisse la tablette? Est-ce qu'ils peuvent manger des croquettes à tous les repas? Bref, j'ai plein de questions entourant les vacances familiales et j'en discute aujourd'hui avec Mélanie Magnan, nutritionniste, également Noémie Lafortune, ergothérapeute, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. La pause estivale qui s'en vient rime avec vacances, moment de détente, moment en famille. J'aimerais savoir, Mélanie, d'entrée de jeu, en vacances, souvent, on veut se donner un petit moment de pause comme parents. L'horaire peut changer. Ça peut arriver parfois qu'on soupe un peu plus tard. On peut recevoir des gens à la maison. Est-ce que c'est normal d'avoir l'impression que nos tout-petits ont plus souvent faim? Oui, absolument, parce que quand on est en vacances, tu l'as mentionné, on sort de la routine, fait que les repas sont des fois plus espacés. Puis souvent, on est plus actifs aussi, fait qu'on a beaucoup plus de périodes généralement à l'extérieur où on va bouger plus. Fait qu'on combine ça, plus de temps entre les repas, plus une plus grande dépense d'énergie. Fait que oui, c'est normal que nos cocos aient plus faim. Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer là, que nos collations soient vraiment nourrissantes, que ce soit pas juste un bol de chips et du melon d'eau sur le bord de la piscine. Tu sais, quand même que nos collations les nourrissent et les soutiennent. Puis dans certains cas, on peut même aller jusqu'à ajouter une collation supplémentaire là, avant le prochain repas pour leur permettre de se rendre au prochain repas. Là. Parce que nous, des fois, aussi, on va trop manger un repas en vacances, puis on va être capable de patienter plus longtemps pour le prochain repas, mais nos enfants, eux, ils écoutent vraiment leurs signaux de faim, de satiété. Donc, eux, ils ne vont pas dépasser, ils ne vont pas trop manger. Donc, ils vont avoir faim, même si nous, on n'a pas faim. Ça, j'aime cette idée-là, justement. Parfois, il fait chaud. On dirait que nous, les adultes, on a moins faim ou comme tu dis, des fois, on peut prendre, par exemple, un petit cocktail. Ça nous nourrit. On ressent moins la faim. Mais donc, ne jamais sous-estimer lorsque notre enfant sort, par exemple, du carré de sable puis vient nous voir pour nous demander une collation. C'est probablement parce qu'il ressent réellement là, son signal de faim. Oui, absolument. Mais tu sais, je suis pas en train de dire non plus, tu sais, qu'on doit leur donner des collations à volonté pendant toute la journée, tu sais, loin de là. On essaie de garder une certaine structure, même si c'est pas les mêmes heures qu'on a normalement, parce que oui, c'est les vacances. Mais au moment de la collation, je pense que c'est important de se déposer, puis vraiment prendre le temps d'être concentré sur notre acte de manger, puis de leur offrir quelque chose qui est nourrissant, là. Fait que, tu sais, des glucides avec des protéines pour que ça les soutienne là, jusqu'au prochain repas. Mais souvent, moi, j'ai peut-être le mythe ou l'idée que, bon, chaleur, on veut s'assurer de l'hydratation. Évidemment, gourde d'eau toujours disponible. Mais j'aime ton idée de collation soutenante, ce qui veut dire que, par exemple, juste donner des melons d'eau, oui, ça va les désaltérer, mais il ne faut pas non plus se demander pourquoi 10 minutes après, ils ont faim. Non, exactement. Puis tu as raison, c'est sûr qu'en période là, de chaleur, l'été, là, l'hydratation, ça va rester notre préoccupation numéro un parce que les enfants, quand ils jouent, ils vont pas nécessairement ressentir la soif ou ils vont être dans la piscine, puis ils s'en rendent pas compte, puis ils se déshydratent très vite. Donc, c'est super important. Oui, au niveau des collations, je vais aller privilégier les fruits qui vont contenir beaucoup d'eau, comme le melon d'eau, mais il faudrait que je les accompagne de d'autres choses. C'est que ça pourrait être des morceaux de fromage qui seraient sur la table. Au lieu de servir juste le melon d'eau, bien, je pourrais servir en smoothie, tu sais, faire un smoothie qui contiendrait aussi du yogourt. Je pourrais faire des plaques de yogourt gelé qui seraient rafraîchissantes avec des morceaux de fruits dedans. Fait qu'il y a moyen d'aller jazzer les collations pour les rendre plus nutritives, mais aussi rafraîchissantes, puis quand même qu'elles contiennent des fruits et des légumes à cause du côté intéressant du fait qu'ils contiennent de l'eau.
Oui. Et sans nécessairement nous donner une charge de travail extrême. Avec vacances, rime, en tout cas chez nous, chez les Bélanger-Simard, pique-nique. On adore faire des pique-niques, parfois dans la cour extérieure. C'est pas obligé d'être très loin ni d'être très compliqué. Mais j'aimerais vous entendre, mesdames, d'entrée de jeu avec la chaleur. Question salubrité. Est-ce qu'il y a certains éléments auxquels on devrait porter une attention particulière lorsqu'on veut transporter notre repas pour faire un pique-nique? Bien, c'est sûr que vraiment l'idéal, c'est d'avoir un sac glaciaire là, avec quand même des blocs réfrigérants parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais à la chaleur qui fait quand on reste plusieurs heures au parc, mais les aliments ils deviennent, tu veux pas, ça devient un risque de faire une intoxication alimentaire. Fait que c'est sûr que c'est l'aspect numéro un. Moi, j'aime beaucoup aussi utiliser les aliments qu'on apporte en pique-nique pour refroidir le lunch. Par exemple, je vais beaucoup amener des muffins qui vont être congelés. Je vais les mettre directement congelés dans mon sac glaciaire. Même chose, les compotes, les jus, tout ce qui peut être amené de manière déjà congelée, puis ça va dégeler au fil de la journée, puis ça va rester quand même généralement plus intéressant au niveau de la texture aussi au moment de les manger. Souvent, là, en tout cas, moi, de mon côté, quand on fait des pique-niques, j'ai des enfants qui sont plus fragiles au niveau des textures. Fait que, comme le fromage qui est vraiment aimé à la maison ne fonctionnera pas en pique-nique. Même si je le colle sur la glacière, parce que là, il est devenu un petit peu mouillé ou là, il est un peu fondu. Mais ça, je pense qu'il faut euh, parce que des fois, ça devient frustrant quand on fait un beau pique-nique, puis finalement, notre enfant, il ne mange pas, puis là, on fait, oh mon Dieu, j'ai tout fait ça pour rien. Puis, en fait, c'est de faire un pas de recul, puis de comprendre pourquoi ça a fait ça, puis, tu sais, de se dire, bon, ben, la prochaine fois, je vais le placer différemment, ou de se dire, ben, je le sais que le fromage, s'il ne sort pas directement du frigo, il n'en mangera pas. Choisissons autre chose, tu sais. Par exemple, moi, les muffins, je l'ai déjà essayé, je le mettais congelé en me disant, il va dégeler, la texture reste pareille, puis moi, ça n'a jamais passé chez nous parce qu'il y a une certaine fragilité par rapport à ça. Mais je pense qu'après, c'est de choisir justement des aliments où tu te dis, bon, avec le mien, mon enfant, je le connais bien, je sais ce qui passe pas. De choisir des textures qui vont peu changer avec la chaleur ou avec le froid. Ou de placer stratégiquement euh, nos aliments, mettons, pas proches du ice pack ou plus loin, en tout cas, pour que la texture ne change pas. Du moins faire des essais-erreurs. Ce qui Tout à fait. fonctionne avec une famille fonctionnera peut-être pas nécessairement chez nous, donc on peut l'essayer pour voir quelle est, disons, la bonne combinaison pour notre propre famille. J'aimerais vous entendre, mesdames, on parle beaucoup de neutralité des aliments, mais souvent avec vacances, rime, on le dit, pique-nique, et il peut y avoir dans le pique-nique des aliments, disons, transformés, qu'on consomme pas nécessairement sur une base quotidienne. Je pense ici à des croustilles, des barres-tendres du commerce, des jus, des aliments qui sont, disons, c'est ça, plus transformés. Est-ce qu'on devrait quand même se méfier dans le sens où on dit qu'ils sont neutres, mais est-ce que d'en offrir ou d'en proposer tous les jours durant l'été, ça va pas être difficile rendu en septembre de dire, ah, ben là, on reprend la routine, on en consomme moins? Ben, oui, je pense un peu comme toi, c'est que ce sont des aliments, oui, qui font partie de l'alimentation, mais sur une base occasionnelle. Tu sais, c'est le parent qui est responsable de l'offre alimentaire de déterminer le quoi. Donc, idéalement, je ne devrais pas offrir ces aliments-là à tous les jours. Si moi, je fais un pique-nique une fois par mois, c'est correct, mais si j'en fais 4 fois par semaine parce qu'on a le soccer 2 fois, on va au parc 2 fois, là, ça revient souvent. Fait que c'est sûr que je vais privilégier de faire une grosse batch de muffins décongelés ou des bartons de maison, des boules d'énergie, ça se transporte super bien. Il y a moyen de faire des belles collations maison. Mais sinon, si c'est un pique-nique spontané, là, il y a moyen aussi d'arrêter à l'épicerie et d'acheter des choses tout faites qui vont être quand même plus intéressantes. Tu sais, maintenant, on a accès à des beaux plateaux de légumes précoupés, des fruits, tu sais, des fruits, là, des clémentines, des poires, des raisins. C'est quand même des choses qui ne demandent pas de manipulation là, au moment du pique-nique. Acheter des pots de hummus, des pots de tartinade de tofu, des mini pains pita, tous les, en fait, les petits craquelins ou les formats miniatures de pain qu'on peut manger avec ça. Même les petites cannes les conserves de thon aromatisés. Qu'on peut manger directement avec un craquelin. Effectivement. Maintenant aussi, on va retrouver des œufs aussi, des œufs cuits durs, souvent emballés sous vide à l'épicerie qui peuvent être une option intéressante. Fait qu'il y a quand même moyen d'avoir des bons choix maintenant à l'épicerie, surtout si on est souvent en train de faire des pique-niques pendant l'été. Oui. Et j'aimerais t'entendre, Noémie, justement, autant sur l'aspect pique-nique
que sur l'aspect voyage. On le sait, lors des vacances, souvent, on va utiliser la voiture pour de plus longues distances pour se rendre au lieu de nos vacances. Voiture rime aussi avec collation. Les enfants ont faim. J'aimerais qu'on parle des risques d'étouffement. On a parlé tantôt des raisins, par exemple des mini-carottes ou même chez moi, quelque chose que j'avais sous-estimé. J'avais préparé un sandwich dans un wrap que j'avais tranché en petites tranches quand même, mais mon 3 ans a moins bien mastiqué, a voulu avaler la grosse bouchée et ça n'a pas fonctionné. A vraiment fallu, utiliser des manœuvres. Bon, il va bien, ne vous inquiétez pas. Mais bref, c'est quelque chose que j'avais pas pensé qu'il pourrait tourner de cette façon-là. Aurais-tu des trucs à nous donner pour prévenir les risques d'étouffement? Mais dans un monde idéal, c'est sûr que prendre une collation en dehors de la voiture, ça serait mieux. En même temps, je comprends le contexte. Je comprends que des fois, on fait des longues balades en voiture. Moi, j'irais avec le plus possible des aliments avec des textures fondantes. Tu sais, quelque chose qu'on sait que justement, ça va fondre, il y a moins de risque d'étouffement. Chez les petits, j'essaierais vraiment d'éviter en voiture parce qu'il y a comme le positionnement aussi, le positionnement de la tête. Honnêtement, en bas de 2 ans, j'essaierais d'éviter en voiture. Après, vous connaissez aussi vos enfants. Tu sais, il y en a qui gèrent mieux que d'autres les aliments. Un enfant qui a tendance à s'étouffer un peu à la table, définitivement pas en voiture, je lui donnerais des collations. Mais j'irais avec des choses molles, de la compote, tu sais, de la compote en pochette. Là, maintenant, on peut acheter des pochettes, remettre, faire des compotes, faire des choses comme ça c'est facile. Je ferai attention au pain aussi, parce que le pain peut faire des boules et peut, tu sais, je pense que ça, c'est à faire attention. Crudité aussi, ça ne serait pas nécessairement mon choix numéro 1. J'irais avec des aliments qui s'effritent, des aliments qui fondent. J'en cherche d'autres, mais honnêtement, je pense que c'est vers ça que j'irais. Particulièrement en voiture, compte tenu effectivement qu'on n'est pas toujours à côté de l'enfant. Mais si je reviens Exactement. aussi au volet pique-nique, parfois les pique-niques peuvent se faire sur un bateau ou même en forêt, où est-ce qu'on est quand même loin des services d'urgence si jamais il arrivait quelque chose. Est-ce qu'il y a certains trucs de planification que tu peux nous donner? Par exemple, là, j'ai en tête la fameuse saucisse hot dog ou même les crudités. Ou est-ce qu'il y a des aliments dont on devrait se méfier ou des manipulations qu'on devrait faire lorsqu'on prépare le pique-nique? Mais moi, honnêtement, pique-nique, j'essaie de tout couper à l'avance pour que rendu là-bas, on profite du moment. Puis parce que, mettons, en pique-nique ou sur un bateau, c'est un peu plus compliqué de couper, puis ça, c'est pas nécessairement le temps. Tu sais, faut se rappeler que leur œsophage, nos cocos, là, c'est pas très gros, là. Fait que, tu sais, une saucisse devrait, pendant très longtemps, être coupée minimum en 4, là. Donc, les grosses carottes aussi, même les mini-carottes, moi, j'aurais tendance à les couper en 2. Tu sais, quand tu es en forêt ou en bateau, c'est pas le temps de prendre la chance qu'il arrive quelque chose. Fait que tous les aliments qui sont plus ronds, là, chez nos tout petits, là, tu sais, je ferai attention, là. Le popcorn aussi, c'est un aliment qui est à risque d'étouffement, c'est quelque chose à faire attention. Je pense qu'il y a des moments où c'est plus simple de l'essayer, mais définitivement en forêt, c'est pas la place que moi j'essaierais ces nouveaux aliments, par exemple. Je prendrais des aliments connus, des aliments qu'on a déjà mangés, qui ont été bien gérés. Puis tous les aliments ronds, je les couperais le plus possible là, sur la longueur. Au niveau de la Société canadienne de pédiatrie, là, ils vont mentionner là, les aliments au risque d'étouffement comme étant tout ce qui est rond, dur, petit, collant. Fait que les crudités, tu sais, souvent, les parents ont très hâte que leur enfant mange des crudités, mais ça peut être des aliments à haut risque d'étouffement, là, au moins jusqu'à l'âge de 4 ans. Fait que, tu sais, oui, fait que, tu sais, au niveau des pique-niques, là, moi, souvent, je vais dire, allez-y avec les petits légumes tendres, là, tu sais, vraiment du concombre, des fines tranches de poivrons, des tomates cerises, encore là, qui vont être coupées en 4. Si on a des plus petits pour défaire la forme ronde. Puis le bateau, là, moi, j'ai un souvenir d'une balade en bateau où il y avait une maman qui donnait des noix dans un bateau avec la vague à un petit coco de 2 ans. Puis j'étais comme la seule qui était nerveuse. Tu sais, c'est tout. Tu sais, souvent, Noémie va parler de la stabilité posturale quand on mange. Tout ça, c'est important aussi pour prévenir l'étouffement. Donc, c'est sûr que si je suis en bateau, ben, je devrais, dans un monde idéal, m'arrêter, mettre l'ancre, tu sais, pas être dans un mouvement de vague importante là, pour réduire le risque d'étouffement aussi. Oui, s'assurer, comme on disait, idéalement en voiture, de s'arrêter lorsque c'est possible et que ce soit en bateau ou autre, vraiment s'assurer d'être le plus stable possible pour éviter au maximum les risques d'étouffement.
J'aimerais vous entendre, mesdames. Vacances rime beaucoup avec restaurant. Hein, pour plusieurs raisons. En tant que parent, on aime prendre une petite pause de la préparation des repas. Je pense que c'est tout à fait normal. Ou on est à l'extérieur du domicile, faut se nourrir, donc on va au restaurant. D'entrée de jeu, je sais que plusieurs restaurants, du moins, ont adapté leur menu pour enfants. Hein. Le traditionnel croquettes frites ou spaghetti sauce italienne, il y en a encore, mais souvent on va bonifier. Il y a des assiettes, par exemple, de saumon, de brochettes de poulet, peu importe, selon le type de restaurant où on va. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on laisse notre enfant choisir ce qu'il veut manger ou on guide de son choix? Moi, je guiderais pas son choix. Non, je le laisserais choisir. Par contre, c'est moi qui choisis le restaurant. Tu sais, fait que comme parent, tu sais, dans un monde idéal, même si c'est les vacances, j'irais pas choisir un McDonald's 5 jours de suite. Tu sais, Aussi, quand on est en vacances, souvent, on a le goût de découvrir des nouveaux aliments selon la région où on est. Puis, on pourrait guider dans un contexte où, regarde, ici, c'est un restaurant de pizza sur four à bois. La spécialité, c'est la pizza. Fait que même s'il y a des croquettes sur le menu, aurais-tu envie qu'on partage en famille une pizza pour découvrir la spécialité? Fait que ça pourrait être une façon de guider. Mais du moment que j'ai fait le choix d'aller dans le restaurant, s'il y a un menu pour enfants et que mon enfant a le goût de prendre quelque chose là-dessus, je vais le laisser aller parce que c'est les vacances pour tout le monde. Fait que je ne veux pas qu'il y ait de restrictions. Par contre, je vais aller balancer dans le reste de la journée, tu sais, du sens que si je sais que ce soir, on va aller manger dans une cantine puis qu'on va manger des frites puis plein de friture ou peu importe, mais dans la journée, je vais juste offrir des aliments qui vont être peut-être plus légers pour que mon enfant quand même se sente bien au niveau de la journée, là. Mais non, je vais quand même je vais pas lui interdire de prendre des choses dans le menu. Une autre chose qui pourrait, par exemple, m'amener à recadrer, ça serait au niveau budget. Tu sais, si le parent a un budget, bien, c'est correct de le mentionner, mais sinon, je vais laisser aller avec le budget, l'enfant choisir ce qu'il veut sur le menu. Mais est-ce qu'on pourrait quand même, imaginons qu'on est parti plusieurs jours, donc ça nous amène justement à manger au restaurant peut-être 4 ou 5 soupers durant la semaine, vraiment situation exceptionnelle de vacances. Est-ce qu'on pourrait dire, bon, pour ce soir, sachant justement qu'on va dans une très bonne pizzeria ou dans un restaurant, je sais pas, de fruits de mer, proposer le menu pour adultes, justement le menu régulier à l'enfant et dire ce soir, on fait un jeu, on partage en famille, on choisit des plats qu'on aime, on les met au centre et on partage, et non pas le confiner au traditionnel menu pour enfants? Absolument, oui. Des enfants qui ont envie de découvrir comme ça. Les vacances, là, souvent, c'est un climat qui est hyper propice pour découvrir des nouveaux aliments parce que les enfants ressentent pas de pression. Ils sont vraiment dans le plaisir puis ils sentent que leurs parents sont détendus. C'est peut-être le moment où nos enfants vont vouloir essayer des huîtres ou des moules. Fait que c'est vraiment important de leur proposer. Mais un enfant qui serait fatigué de sa journée, qui serait plus moche, tout ça, qui aurait envie d'aller dans le menu enfant, tu sais, je n'imposerais pas, là, le fait de partager le menu, mais oui, c'est un moment super propice pour le faire. Et là, vous allez peut-être me dire que je sors un peu du cadre de vos professions d'ergothérapeute, de nutritionniste. Peut-être que c'est davantage, comment je peux dire, une question personnelle, mais j'aimerais savoir. En voyage, tablette ou pas tablette au restaurant? Est-ce qu'on achète la paix avec nos enfants? Ben, moi, je l'ai vécu beaucoup quand même là, avant cette COVID. Et aussi en COVID au Québec l'été passé, moi, j'essaie le moins possible la tablette. Les miens sont petits aussi, là. Je veux dire, mon plus vieux va avoir 4 ans. Mais moi, je planifie un sac à dos avec des jeux, des petits jeux de table, du coloriage. Puis souvent, c'est des nouveaux jeux qu'il n'a pas vus encore. Puis j'essaie vraiment d'étirer dans le sens qu'au début, on a les menus. Moi, je le regarde avec lui, on regarde les images, on lit les choses. OK, oui, je vais prendre ça. OK, cette partie-là, moi, j'essaie d'impliquer mes enfants pour que justement, le repas se met pas en longueur, mais que chaque étape est agréable. Puis après, souvent, ben là, on jase un peu, puis je sors mes jeux au fur et à mesure. Mais ça m'est déjà arrivé de la sortir la tablette. Mais j'essaye pas. Je trouve que c'est un moment que j'essaie de garder en famille. Mais j'ai un peu le même réflexe que Noémie, là. Je vais essayer d'étirer au maximum. Je veux vraiment qu'ils profitent du moment présent, qu'on est au restaurant en famille et que ça n'arrive pas tous les jours.
Puis je veux certainement pas qu'ils mangent en regardant la tablette parce que les écrans au moment des repas, ça, c'est sûr que c'est non. Mais pour être 100% transparente, moi, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va aller au restaurant, on va faire tous les petits jeux dans le sac à dos, nous aussi, on va profiter du moment. Puis ça se peut justement à cause que leur tolérance, le temps qu'ils sont capables de rester assis à la table, tout ça, qui est moins grand que le mien ou celui de mon mari, bien, vers la fin de la soirée, que là, le téléphone arrive. Ça va comme être mon compromis vacances. Ça ressemble beaucoup à chez nous, en fait. Avec mon conjoint, on en a discuté, puis je pense que vous serez d'accord aussi. Ça vaut peut-être la peine, avant le début des vacances, d'en discuter avec notre partenaire de vie pour dire quelle est la règle, qu'est-ce qu'on établit avec nos enfants, où est quelle est la règle que l'on établit pour que nos enfants puissent connaître la limite. Et chez les Bélanger-Simard, on n'a pas la prétention d'être meilleur que les autres, mais on a vraiment deux visions. Lorsqu'on va au restaurant avec les enfants, rapide. Si on prend qu'un plat principal, tout le monde, puis on sait là, qu'en dedans de 30-45 minutes, on va être sorti, ce sera rapide, eh bien là, effectivement, pas de tablette, pas de téléphone, on fait des petits jeux. Souvent, j'essaie d'aller au magasin du dollar ou peu importe, là, chercher justement, comme vous l'avez dit, des livres à colorier, des petites figurines, on discute. Mais la soirée où mon chum et moi, on se garde, on est en vacances, on veut entrer, plat principal, dessert, on se prend un petit verre de vin, puis ce sera un souper plus long, eh bien, on établit la règle que après le plat principal, lorsque eux ont terminé de manger, ils ont droit. Ils ont droit, ils choisissent une émission commune, puis ils ont droit. On trouvait que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution, mais chez nous, c'était le compromis, si on veut, acceptable entre leur âge, ils ont 5 ans et 3 ans, là, les plus vieux, et ce qui nous faisait aussi plaisir en tant qu'adultes, parce que je pense que même si on part en vacances avec nos enfants, faut pas s'oublier aussi, puis on a le droit en tant qu'adulte d'avoir du plaisir, puis de le déguster, notre verre de vin, de pas toujours être pressé, vite, 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 faut s'en aller, là. Exactement. Ce que tu décris, j'ai un souvenir clair d'un repas au restaurant où on a commandé des huîtres en entrée. Les enfants étaient super justement intrigués, ils en ont mangé. Après, on a eu le repas. Puis là, on avait le goût encore de prendre un dessin puis de rester plus longtemps, puis ça s'étirait. Puis c'était un beau moment parce qu'on l'a partagé en famille, mais oui, après, ils ont utilisé les écrans parce que nous aussi, on était en vacances puis on avait le goût de profiter du moment. Fait que je pense que tu l'as nommé, c'est vraiment important de juste d'avoir une belle cohérence avec son conjoint puis d'être sur la même longueur d'onde pour en profiter tout simplement. Et en terminant, Noémie, j'aimerais t'entendre, lorsqu'on part à l'extérieur, on ne sait pas nécessairement d'avance dans quel restaurant on va aller. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont des plus petits, là, un 18 mois, un 3 ans, est-ce que ça vaut la peine d'avoir avec soi le petit siège d'appoint ou est-ce que maintenant on peut faire confiance? Souvent, ils ont chaise haute ou siège d'appoint au restaurant. Comment on s'assure là, qu'ils maintiennent une bonne position pour manger? En fait, avant COVID, moi, je n'amenais pas le mien parce que dans la majorité des restaurants, il y en a. J'avoue qu'avec la COVID, à peu près la seule fois où moi j'ai amené ma fille au resto, j'avais amené son petit banc d'appoint. Mais souvent, il y en a dans les restaurants. La seule chose, c'est que souvent, pour les petits, il n'y a pas nécessairement des attaches. Moi, la mienne, c'est une cocotte qui a la bougeotte. Ça m'inquiétait un peu pour sa stabilité quand elle mangeait. Fait que j'étais contente d'avoir le mien avec des attaches. Puis pour les plus vieux, habituellement, ils ont des rehausseurs aussi de bancs qui sont utiles. Moi, le mien, il est vraiment format géant, donc j'en ai plus besoin depuis un petit bout. Mais c'est ça. Je pense qu'après, c'est comme parents, où est-ce qu'on se situe par rapport à la COVID et ces choses-là. Et voilà, mais en général, dans les restaurants, la majorité des restaurants, maintenant, il y en ont. Il y en a. Mais justement, ça m'amène la question, quelle est la position, disons, la plus favorable? Par exemple, la fameuse banquette. Parfois, les tables, elles sont fixes au sol. Et là, on nous propose une banquette, mais notre pauvre enfant, assis, adossé, il y a la table à peu près au niveau des yeux. Il est super loin. Est-ce qu'il y aurait peut-être justement, est-ce qu'on devrait, avec des enfants en bas âge, laisser tomber la banquette et aller davantage vers une table conventionnelle? Je l'ai tellement vécu cet été. Moi, j'adore les banquettes. Fait qu'on avait pris la banquette. Puis mon garçon, il se rendait pas. Il se rendait pas, pauvre amour. Puis là, il est pas maladroit du tout. Il est très habile avec ses ustensiles, mais cet été, ça marchait juste pas. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, mais c'est parce que c'est tellement pas adapté pour sa grandeur. Fait que c'est sûr que moi, je pense que ça vaut la peine de prendre une table avec des chaises parce que c'est plus facile justement d'ajuster la distance entre la chaise et la table. Je pense que juste
jusqu'à temps que l'enfant soit assez grand pour justement avoir la possibilité de se pencher, de se rapprocher. Jusqu'à 5-6 ans, je pense que ça vaut la peine. Après, je veux dire, ça ne veut pas dire que moi, je ne reprendrai pas une banquette avec mon garçon, mais après, il faut que moi, mes attentes soient différentes. Ça se peut qu'il bouge plus sur la banquette. Ça se peut qu'il se mette à genoux. Ça se peut qu'il se mette un peu debout. Puis après, ben, c'est sûr que là, moi, je ne peux pas être fâchée de ça parce que la réalité, le contexte environnemental fait qu'il n'y aura pas le choix. Mais je pense que c'est à prendre en considération. Je vois les Adapter enfants, nos qui attentes. passent en dessous de la table, qui vont d'une banquette à l'autre, là. Il faut être prête à tout si on choisit la banquette. Ah, c'est ça. Hein? J'adore le risque de la banquette. Êtes-vous prêt à ça? C'est à vous encore là de décider quelle est votre humeur peut-être en rentrant dans le restaurant. Merci, mesdames, pour cette belle discussion. Ça nous donne envie. Je vous souhaite d'excellentes vacances et on aura certainement la chance de se reparler. Merci. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé au retour des vacances de retenir votre souffle parce que vous savez que votre compte de carte de crédit va rentrer bientôt? Évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas, hein, avoir le stress, l'angoisse de devoir payer nos vacances qui ont été plaisantes pendant 5-10 jours et bien de devoir les payer sur des semaines, des mois, voire même la prochaine année. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je reçois Julie Saint-Cyr, qui est directrice du développement chez Kaleido, mais elle est également planificatrice financière. Alors, elle va nous donner des trucs, des conseils pour bien planifier nos vacances et surtout éviter d'être stressé. Bonjour Julie. Bonjour Maggie. D'abord, est-ce que tu as des trucs, des astuces pour nous afin que le retour des vacances soit aussi plaisant que les vacances elles-mêmes? Oui, effectivement, pour éviter un retour de vacances désagréable, faisons un petit rappel des grands principes. Premièrement, on y revient toujours. Peu importe votre projet, l'outil incontournable pour mieux prévoir et de faire un budget. C'est pas si difficile, puis c'est vraiment utile. Nous passons beaucoup de temps, Maggie, à planifier des projets à moyen et long terme, comme l'achat d'une maison ou la retraite. Mais il est aussi important de planifier aussi des projets à court terme, comme les vacances en famille. Le budget, c'est sûr que le budget familial va nous permettre de bien évaluer la marge de manœuvre financière pour nos vacances en général. Plusieurs outils qu'on peut retrouver sur Internet sont disponibles, mais on en a un aussi gratuit qui est très simple à utiliser sur le site de Kaleido. Donc, on vous invite à aller le consulter. Oui, et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, vous allez retrouver le lien direct vers cet outil dans la description de l'épisode, également sur mes réseaux sociaux. Alors, en un clic seulement, vous aurez accès à cet outil. Et Julie, dis-nous, bon, on fait quelques calculs, on se rend compte que c'est un petit peu serré, mais on a envie de le faire quand même. J'imagine que le piège à éviter, c'est l'endettement. Et pour l'éviter, est-ce que la solution, justement, c'est de tenter de planifier à l'avance le plus possible? Oui, absolument. L'idée de mettre de côté un montant hebdomadaire dans un compte vacances est excellente, mais on sait très peu de gens vont le faire. Donc, il faut prévoir d'autres stratégies. Par exemple, pensez à échelonner les dépenses sur une plus grande période avant les vacances. La réservation en avance de terrain de camping ou de location d'un chalet nous permet de commencer à payer cette partie de nos vacances à l'avance. Souvent, on doit débourser 50 ou même la totalité de l'hébergement. Donc, ça nous permet vraiment d'échelonner, si on veut, cette dépense-là avant les vacances elles-mêmes. Ensuite, on peut aussi établir que le budget épicerie, par exemple, de la semaine pendant laquelle on sera en vacances, nous va servir à payer une bonne partie des dépenses en nourriture durant nos vacances. Donc, on garde le même budget, mais on le déplace durant les vacances. N'hésitez pas aussi à choisir à l'avance le nombre de restos pour aller pour la semaine, pour aller voir aussi sur le web le menu et le coût de ceux-ci. Cela peut éviter d'arriver dans un restaurant beaucoup trop cher pour notre budget.
Et faut ça nous prévoir permet, à je l'avance. pense aussi, hein, de bien planifier et de peut-être gérer la déception parce que parfois, je pense à nos enfants qui ont envie, eux aussi, d'aller au restaurant. Donc, si à l'avance, on sait qu'on peut se payer, disons, 3 soupers, eh bien, c'est clair dans notre tête, on peut ainsi gérer les attentes de la famille. Oui, c'est ça, puis avoir le moins d'imprévus possible. C'est sûr que c'est le fun de se garder un petit peu d'imprévus durant les vacances, mais plus on planifie, moins qu'on va avoir de surprises, effectivement. Ça, c'est clair. Et justement, ce sont des trucs simples, mais est-ce que tu aurais une idée ou un conseil afin de faire participer nos enfants? Hein? Souvent, les vacances, on les rêve, on les mijote, on les prépare. Eh bien, comment impliquer nos enfants dans la planification financière de nos vacances? Oui, c'est tellement vrai que c'est important d'initier nos enfants à la notion de l'argent. C'est une bonne façon de le faire à partir du budget des vacances. Donc, on peut les faire participer aussi au choix des activités, parler avec eux du coût de chacune des activités ainsi que le budget alloué pour ce volet. Cela peut devenir très éducatif, puis ça permet aussi à l'enfant de s'initier à ces concepts. Si vous avez des enfants un peu plus vieux, ben, les faire contribuer avec leur argent de poche aussi à une activité de leur choix devient très concret et ils vont être très fiers aussi d'avoir contribué financièrement à cette activité qu'ils auront eux-mêmes sélectionnée aussi. Oui, c'est gratifiant hein, quand même pour les enfants de dire qu'ils ont payé, disons, leur entrée personnelle pour une activité X ou Y. Je trouve que ça peut les amener à se valoriser là-dedans, puis une belle fierté aussi d'avoir participé. Mais justement, Julie, quoi faire peut-être pour entrecouper les activités plus dispendieuses? Une idée qui me vient comme ça, le parc d'attractions, on sait que les billets sont parfois très chers. Est-ce qu'on peut, disons, mettre notre créativité à profit pour aussi trouver des activités qui sont gratuites, comme la plage ou même un pique-nique si on apporte le lunch? Oui, tu as tout à fait raison. Donc, il faut, je pense, varier hein, nos activités. Cela permet de, de, de réduire les coûts, c'est certain. Une autre idée aussi, il y a les points récompenses sur vos cartes de crédit qui sont un autre moyen intéressant pour notre budget vacances. Bien sûr, il faut résister à la tentation de les utiliser tout au long de l'année, mais réservez-les pour les vacances. Ça va faire un beau montant intéressant à utiliser là, pour cette semaine-là. C'est vrai, c'est comme un boni, hein? On arrive puis on se dit, oh, surprise, combien ai-je accumulé dans la dernière année? Et là, Julie, prenons le temps de parler des vacances à l'extérieur du pays. On le sait, avec la pandémie qu'on a vécue, on a été restreint dans les derniers mois, je dirais même les 2 dernières années, de voyager à l'extérieur du pays. Mais là, ça redevient possible. Donc, j'imagine qu'il faut bien planifier là aussi pour pas avoir de mauvaises surprises. Oui, il faut évidemment prévoir des assurances voyage et assurances annulation. On pense que nos cartes de crédit couvrent tout ça. Certaines ont effectivement des couvertures assez complètes, mais pour d'autres, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment bien vérifier avec l'émetteur de la carte et ne pas hésiter à se procurer là, la protection qui manque là, en supplément. Les gens veulent recommencer, comme tu le dis, à voyager à l'extérieur du Québec et les frais en cas de maladie, accident peuvent grimper très rapidement. Même chose aussi pour les cellulaires. Des fois, on oublie, mais il vaut mieux aviser son fournisseur et s'assurer qu'on a les options qu'il faut pour éviter une facture gonflée au retour parce que le petit dernier a trop écouté de films, par exemple, sur notre connexion de téléphone mobile. Ah oui, ça c'est certain. Même parfois l'Europe, hein, les minutes même de Oui, téléphone, ça peut monter rapidement si on n'a pas pris de forfait à l'avance. exact. Enfin, Maggie, le plaisir que procure la planification des vacances s'ajoute Hmm. vraiment au plaisir de la réalisation du projet lui-même. Prendre le temps d'analyser votre budget, de faire des choix raisonnables sont certainement les meilleurs conseils pour des vacances bien réussies. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie. Et
pour ceux qui nous écoutent, pourquoi ne pas en profiter aussi pour se faire un beau tableau de visualisation en famille? Chaque membre de la famille pourrait ajouter ce qu'il a envie de faire, découper, je sais pas, la plage, un pique-nique, une activité. Donc, se mettre vraiment dans l'ambiance, un mood board, comme on dit, pour créer vraiment nos vacances de rêve. On va les avoir planifiées, visualisées et ensuite, on pourra les vivre et se ressourcer en famille afin de redémarrer ensuite la machine pour la nouvelle année scolaire et pour nous les parents, poursuivre au bureau. Alors, merci beaucoup, Julie. Et voilà, c'est ce qui complète le 20e et dernier épisode de la saison 1 du balado à la hauteur de nos tout-petits. Merci mesdames qui ont participé à l'épisode d'aujourd'hui. Un merci tout spécial à Kaleido qui a cru en ce projet dès les premiers instants, à Sylvain du Studio 706 pour le cœur et le temps que tu as mis dans cette première saison. Merci à MS Bérard, la créatrice de la bulle de MS, que vous pouvez d'ailleurs visionner ou revisionner sur la page YouTube du balado. Également, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, du temps que vous avez pris à écouter ce balado, à l'aimer, à le commenter. N'hésitez pas à partager les épisodes. Les 20 épisodes sont toujours disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, vos suggestions, puisque la saison 2 va débuter cet automne. Si vous avez des sujets dont vous voulez entendre parler, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez le faire sur ma page Facebook Meggy Bélanger journaliste ou sur mon compte Instagram Meggy Bélanger. J'ai très hâte de vous retrouver bientôt et d'ici là, ensemble, soyons à la hauteur de nos tout-petits.